La côte est des États-Unis. Un littoral aux multiples visages qui s'étend sur plus de 2500 km, depuis la Floride et les États du Sud, jusqu'à la frontière canadienne, en passant par New York et Boston. La Nouvelle-Angleterre est le berceau des États-Unis modernes. Façonnée par des femmes et des hommes attachés aux traditions et dotés de l'esprit d'entreprise, la région est sertie dans une nature spectaculaire. Départ de New York. Le voyage se poursuit le long de la côte, à la découverte du cœur de la Nouvelle-Angleterre, et s'achèvera à Boston, capitale de l'État, après une étape à Nantucket et Martha's Vineyard, les îles les plus célèbres du Massachusetts. À New Haven, dans l'État du Connecticut, rencontre avec une Amérique fière de l'époque où elle s'est affranchie de la tutelle britannique pour devenir un pays indépendant. Le paysage urbain est dominé par l'université de Yale. Fondée il y a plus de 300 ans, elle compte aujourd'hui parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde. On y forme depuis plusieurs générations les élites politiques, judiciaires et économiques du pays. Maddie vient du Colorado. Elle est étudiante en 4e année de sciences politiques. Yale est une université très ancienne, avec des bâtiments magnifiques. On ressent tout de suite la tradition d'excellence qui règne ici. C'est stimulant, mais c'est aussi intimidant parfois. Yale offre à ses 11 000 étudiants la perspective d'une carrière professionnelle au plus haut niveau. Mais les places sont chères. Seul un candidat sur 10 est admis. Pour décrocher sa place à Yale, il faut travailler très dur au lycée. La concurrence est rude. Mais j'ai remarqué qu'une fois admis, les étudiants se détendent. Ils ont du plaisir à étudier. Ils peuvent souffler parce qu'ils n'ont plus la pression de la compétition. Dans les grandes universités américaines, le sport joue un rôle de premier plan. Le club de gym de Yale est l'un des plus grands au monde. Son hall est de style néo-gothique. Maddie passe plus de temps ici qu'en amphi. Elle fait partie de l'équipe nationale junior d'aviron. À Yale, elle bénéficie de conditions d'entraînement professionnelles. Seuls les meilleurs étudiants obtiennent une place à bord du légendaire aviron à 8 rameurs de l'université. Cette année, Maddie a été élue capitaine de l'équipe. Dans notre équipe, on s'entraîne 2 fois par jour, 7 jours sur 7. L'équation est simple. Plus on s'entraîne, plus on gagne en vitesse. Autant dire qu'on ne se ménage pas. 6 jours par semaine, les rameuses prolongent l'entraînement en salle par une séance sur l'eau. L'équipe d'aviron de Yale a été la première équipe universitaire américaine. L'université investit beaucoup d'argent dans ses équipes sportives. Aucun autre sport n'est aussi ancré dans les traditions de la Nouvelle-Angleterre que l'aviron. La première régate entre Yale et sa rivale Harvard remonte à 1852. Et il faut attendre les années 1970 pour que l'épreuve s'ouvre aux femmes. L'année dernière, celle-ci a été remportée par Maddie et son équipe. L'aviron est un sport passionnant. Je pense qu'il attire les personnes qui ont plaisir à répéter jusqu'à la perfection les mêmes gestes. C'est un sport qui rend accro parce qu'on essaie toujours de gagner en vitesse. Sentir le courant et le rythme de l'aviron, c'est une sensation incroyable, incomparable.
That is an amazing feeling. There's nothing like it. Les étudiantes de Yale rament pour elles, mais aussi pour le prestige de l'université. Une raison de plus pour miser sur une synchronisation sans faille. Si on rame sans être synchrone entre nous et sans avoir de bons contacts avec l'eau, on risque de perdre contre des concurrentes qui sont peut-être moins fortes, mais qui ont une meilleure technique. L'aviron m'a donné confiance en moi. Cette bataille au quotidien avec moi-même a fait de moi ce que je suis. La cadence de compétition pousse les rameuses au bout de leurs limites. Je me vois très bien faire de l'aviron toute ma vie. Je veux être de celles qui, à 90 ans, rament encore, juste pour le plaisir. Après le Connecticut, le voyage se poursuit vers l'État voisin du Rhode Island, étape dans la baie de Narragansett, la plus grande embouchure de la Nouvelle-Angleterre. Pas moins de 90 phares bordent la côte est américaine, entre New York et Boston. Pittoresque, le New London Ledge avertit les navires de la présence de bancs de sable dans l'embouchure de la Thames River. Un peu plus en amont de l'embouchure se trouvent les chantiers navals de Groton. Depuis plus d'un siècle, on y construit les sous-marins de l'US Navy. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin quittait les cales sèches toutes les 2 semaines. À l'époque, Groton employait plus de 18 000 personnes à la construction et à la réparation des submersibles. La baie de Narragansett compte une trentaine d'îles. C'est sur l'une d'elles que se rend Dave. De Newport, il ne lui faut qu'un quart d'heure pour gagner Rose Island. Débarquer sur cette île minuscule surmontée d'un phare, c'est entrer de plein pied dans un autre monde. Venir ici, c'est comme remonter le temps. Sur l'île, il n'y a ni réseau téléphonique, ni Internet, ni véhicule. On est vraiment isolé du monde, et ça me plaît bien. Sur Rose Island, l'histoire de la Nouvelle-Angleterre est omniprésente. Dave entretient le phare érigé en 1870. Il s'inscrit dans la longue lignée des gardiens de phare qui ont exercé leurs fonctions dans la baie de Narragansett. J'apprécie beaucoup cette solitude. L'endroit est calme, il n'y a personne pour me déranger. J'ai l'impression qu'on m'a en quelque sorte passé le témoin. Et je peux ressentir ce que c'était que de vivre ici au début du XXe siècle. Les phares ont fait naître d'étranges légendes. Rose Island ne fait pas exception à la règle.
On raconte qu'un gardien défunt continue de s'occuper du phare, un certain Charles Curtis. C'est le gardien qui est resté le plus longtemps en poste ici. C'était au début du siècle, dans les années 1900. On ressent parfois sa présence. Un jour, un visiteur a pris une photo de la pièce et en la développant, il a découvert un homme assis sur une chaise dans le coin, alors qu'il n'y avait personne quand il avait appuyé sur le déclencheur. L'homme avait une longue moustache. C'était le portrait craché de Charles Curtis. Personnellement, malgré mes nombreux séjours ici, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'espère bien faire sa connaissance un jour. La principale mission de Dave consiste à entretenir le phare. Les embruns volent dans toutes les directions. Quand les vagues se brisent, les fenêtres sont aspergées d'eau de mer. Il faut régulièrement nettoyer les lentilles et les fenêtres. C'est comme ça. Au XIXe siècle, la région autour de Newport est devenue un lieu de villégiature estivale pour Américains fortunés. Aujourd'hui encore, on y trouve certaines des villas les plus somptueuses du pays. Ces réalisations architecturales illustraient la volonté des plus nantis d'imiter, voire de surpasser l'ancien monde. À quelques encablures de là, les écuries d'une propriété historique n'ont pas été transformées en résidence de luxe, comme souvent dans la région, mais continuent d'avoir une fonction agricole. Des animaux originaires des Andes ont élu domicile sur l'île d'Aquidneck. Ces 60 alpagas appartiennent à Anne et à son mari, Kevin. Tous deux consacrent désormais leur vie à l'élevage de ces mammifères de la famille des camélidés. La première chose qui saute aux yeux chez les alpagas, c'est leur grande intelligence. Et chacun d'entre eux est unique. Les alpagas sont extrêmement gentils, calmes et doux. Ce sont leurs traits de caractère. Ils sont un peu comme des enfants. Le troupeau s'est agrandi au cours de la nuit. Le dernier né n'est âgé que de 8 heures. Chaque naissance d'alpaga est une expérience fabuleuse. Même après avoir assisté à une centaine de naissances, ça me fascine toujours autant. Le premier réflexe des nouveau-nés est de se mettre debout. Ce n'est pas si facile avec leurs longues pattes et leurs longs coups. Je les surnomme les marins ivres. Souvent, je me dis qu'ils vont se faire mal, mais ils s'en sortent toujours indemnes. Auparavant, Anne était antiquaire. Un beau jour de 1998, son mari a rapporté à la ferme les premiers alpagas. Quand nous avons commencé, il n'y avait aucun manuel, aucune formation. Nous avons donc appris à la dure. Les débuts ont été difficiles, très difficiles. Mais des vétérinaires nous ont aidés. À côté des succès, il y a eu pas mal de ratages. L'apprentissage s'est fait sur le tas et au final, ça a été une expérience formidable. Comme chaque matin, le troupeau rejoint le pré. Un moment que les animaux attendent avec impatience.
L'emplacement de la ferme sur la côte est idéal. La brise marine rafraîchit les animaux. Leur épaisse toison n'est tondue qu'une fois par an. Et une toison brute peut se négocier jusqu'à 500 €. Ce qui différencie la laine d'alpaga du cachemire et des autres fibres, c'est qu'elle ne contient pas de lanoline, ce qui la rend hypoallergénique. Elle résiste au feu, aux taches aussi. Vous pouvez renverser un verre de vin rouge dessus, la tache disparaîtra sans problème. La laine d'alpaga est également extrêmement chaude, à peu près 5 fois plus que la laine de mouton. Et cerise sur le gâteau, elle est d'une douceur incomparable. Ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est de travailler tous les jours avec 60 employés qui ne sont jamais absents et ne remettent pas mon autorité en cause. Je n'ai jamais fait un travail aussi facile et agréable. C'est une vie de rêve. Le voyage se poursuit vers le Massachusetts. Au programme, les îles de Martha's Vineyard et de Nantucket, puis le Cape Cod, presqu'île du sud-est de l'État. Découverte de Martha's Vineyard par les airs. Troisième île de la côte est américaine par la taille, c'est l'une des stations balnéaires préférées des Américains. L'été, ses 16 000 habitants voient débarquer 100 000 touristes. Martha's Vineyard possède une côte d'une centaine de kilomètres. Site protégé, les falaises d'argile d'Aquinas sont interdites au public. Vivre au bord de la mer est un rêve pour de nombreux Américains. Mais sur Martha's Vineyard, l'érosion peut ternir ce rêve. Ce propriétaire en a fait l'amère expérience. Il doit maintenant déplacer sa maison d'une centaine de mètres dans les terres. Sur l'île voisine de Nantucket, des dizaines de maisons sont menacées. Année après année, les falaises de sable reculent de plusieurs centimètres. On n'a pas encore trouvé de mesures efficaces pour contrer ce phénomène. Nantucket doit sa renommée à la chasse à la baleine. L'huile de baleine a été utilisée jusqu'au milieu du 19e siècle comme combustible et a apporté la prospérité à de nombreux insulaires. Quantité de bâtiments témoignent encore de cette époque florissante. Alan aime sillonner l'île à moto, une Oural russe. Je passe beaucoup de temps à me balader sur Nantucket. Je regarde les jardins, les maisons. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'architecture. Tout me plaît ici. Il n'y a ni feu de circulation, ni néon. Certains trouvent que les maisons se ressemblent toutes, que c'est ennuyeux, mais je ne suis pas de cet avis. Arrivé sur l'île en 1970, Alan y a découvert un artisanat d'art propre à Nantucket. Jadis, les paniers Lightship étaient confectionnés par les marins pendant les longs mois d'hiver où ils restaient à terre. Malgré la pénurie de matériaux sur l'île, les vanniers de Nantucket sont vite devenus une référence dans le monde entier, grâce à la qualité exceptionnelle de leur savoir-faire.
Pour son travail, Alan n'a besoin que d'une chose, de temps. Il faut une quinzaine d'heures au vannier pour tresser un panier. Le raffia qu'Alan utilise pour les petits modèles ne fait qu'un demi-millimètre d'épaisseur. Les gens me demandent toujours comment je fais pour être aussi patient. Je leur réponds que je ne suis pas une personne patiente de nature. Avec les paniers peut-être, mais pas le reste du temps. Et c'est justement ce qui me rend aussi efficace et méticuleux quand je travaille sur un panier, parce que je veux terminer le plus vite possible. Alan est diplômé en construction navale. Peu après son arrivée sur Nantucket, un ami lui a proposé de suivre un cours de vannerie. Je me souviens, ça se passait dans un petit bâtiment. À l'époque, j'avais 24 ans et quand je suis entré dans la salle, il n'y avait que des femmes de 50-60 ans. Je me suis dit, non, ça ne va pas le faire. Alors j'ai pris le matériel, je suis rentré chez moi et j'ai appris tout seul. Des collectionneurs du monde entier sont prêts à débourser plusieurs milliers de dollars pour certaines pièces de l'atelier d'Alan. Un prix élevé qui s'explique notamment par les ornements en ivoire ancien. Sur Nantucket, c'est une profession très respectée. Mais ailleurs, on me dit toujours, « Quoi, vous fabriquez des paniers pour ménagères ?» Il m'a fallu à peu près 20 ans pour être reconnu. Nantucket ne compte plus que 9 vanniers, qui ont tous plus de 60 ans. Cet artisanat d'art est-il voué à disparaître, faute de relève? Alan s'est déjà mis en quête d'un successeur. « 5 heures du matin dans le port de Chatham, sur Cape Cod. Les marins font route vers leur zone de pêche. Bob est l'un d'entre eux. Il s'est spécialisé dans la coquille Saint-Jacques. Bob, qui a repris l'affaire de son père, travaille avec un petit bateau. Aujourd'hui, la zone qu'il a en ligne de mire se situe à une trentaine de milles au large de Cape Cod. Le trajet dure plusieurs heures. Bob a construit lui-même la drague avec laquelle il récolte les Saint-Jacques. Pendant 20 minutes, l'engin à armature métallique va ratisser le fond marin pour déterrer les coquilles enfouies. Je pense qu'on devient tous pêcheurs pour les mêmes raisons. L'envie d'être en mer, au grand air, et pas coincé dans un bureau. Quand on pêche la Saint-Jacques comme nous, avec un petit bateau, on part le matin et on rentre le soir. Bref, on vit une vie normale. Tandis que Bob manœuvre le treuil, son neveu Nate et son assistant Dimitrou réceptionnent la drague et son butin. Avec cette méthode, les pêcheurs remontent inévitablement des pierres de gros calibre. En revanche, petits coquillages et autres habitants des mers sont en grande partie épargnés. La pêche à la Saint-Jacques est une pêche durable. La preuve, il n'y a jamais eu autant de Saint-Jacques qu'aujourd'hui. Plus les dragues sont petites et plus on drague lentement, plus c'est facile pour les poissons de s'échapper. Nos petits bateaux sont beaucoup plus lents que les grands. Mais toute la filière est respectueuse de l'environnement, car là où il y a des Saint-Jacques, il n'y a généralement pas grand-chose d'autre. Tandis que la drague repart au fond de la mer, les hommes s'occupent de vider les Saint-Jacques.
Ça, c'est ce qu'on appelle le corail. Dans certains pays, on le consomme. Mais ici, les clients ne veulent que la chair. Alors on s'en débarrasse. Je me souviens d'une dame grecque au port. Elle me demande « Où sont les Saint-Jacques ?» Je les lui montre. « Qu'avez-vous fait du reste ?» qu'elle me lance. « On l'a jeté par-dessus bord, mais c'est du gaspillage !» À bord, les pauses sont rares. Les journées en mer durent souvent plus de 12 heures. Bob se démène pour que les petits pêcheurs de Saint-Jacques comme lui ne soient pas lésés par rapport aux gros armateurs. Alors que d'autres vendent leur licence, lui se bat pour que son affaire reste encore longtemps une entreprise familiale. J'ai le sentiment de faire un travail honnête. Sortir pêcher en mer, c'est du concret. Le résultat est tangible. Et puis, plus on travaille dur, plus on gagne. On prélève un produit de la mer, on le ramène à terre et on le vend à son juste prix. Pour un de ces sacs de chair de Saint-Jacques, Bob touche environ 500 €. C'est un peu plus que les gros armateurs, qui, contrairement à lui, congèlent leurs marchandises. Non loin du port, des phoques ont trouvé un endroit où se reposer. Environ 15 000 phoques gris vivent au large de Cape Cod. L'espèce, qui a failli disparaître de la région, est protégée depuis le début des années 70. Ses effectifs sont en constante augmentation depuis. Andrea est chercheuse en pathobiologie. Elle s'intéresse à un groupe d'environ 500 phoques gris et phoques communs. La scientifique ne cherche pas à entrer en contact avec les animaux. Ce qu'elle veut, c'est ce que ces mammifères marins laissent derrière eux. Je me suis intéressée aux phoques parce que je voulais comprendre l'influence des polluants sur notre écosystème. C'est aussi une façon d'en apprendre davantage sur les animaux. Comme on dit, tu es ce que tu manges. Et la meilleure façon de savoir ce qu'ils mangent, c'est d'analyser leurs excréments. Les phoques sont des bioindicateurs. Leur état de santé fournit aux chercheurs comme Andrea de précieuses informations sur l'état du milieu marin. Depuis quelques années, des phoques gris colonisent les bancs de sable de Truro. Ici, ils peuvent se reposer avant de repartir chasser en mer. Certains habitants du Cap redoutent que les mammifères marins n'attirent les requins sur les côtes. Les pêcheurs aussi sont inquiets. Ils craignent que les phoques ne dévorent des poissons qui ont une importante valeur marchande. Or, nous avons découvert que ce n'était pas le cas. Une grande partie de mon travail consiste à sensibiliser les gens, c'est-à-dire à faire la part des choses entre ce qui relève du fantasme ou de la méconnaissance et ce qui constitue véritablement un problème. Je ne pourrais pas vivre sans la mer. Étudier ce milieu, c'est comme poser les pieds sur une autre planète. Il y a encore tellement de choses que nous ignorons et qui restent à découvrir. C'est ce qui me fascine.
Andrea va réaliser ses analyses à Woods Hole, l'un des plus grands instituts océanographiques au monde. C'est ici, par exemple, que des chercheurs ont mis au point l'engin sous-marin qui a permis de retrouver l'épave du Titanic. Andrea prépare une autopsie sur un phoque qui a été retrouvé sur la plage. Une trentaine de phoques morts sont apportés chaque année à l'Institut. Blessures ou maladies infectieuses, les causes de décès sont multiples. Pour découvrir ce qui est arrivé à l'animal, on regarde d'abord son aspect extérieur. Ici, on remarque des lignes très fines, des impressions sur la peau, qui suggèrent que l'animal a très probablement été piégé accidentellement par un engin de pêche. C'est la première cause de mortalité des phoques gris, et elle est d'origine humaine. C'est un gros problème. Dans ma tête, je dois distinguer les phoques vivants du cadavre que j'ai sur la table. L'autopsie est utile. Elle permet d'en apprendre beaucoup sur les animaux vivants. C'est un moyen pour moi de les aider. De Cape Cod, le voyage se poursuit vers le nord. Après une étape à Plymouth, ville où a été fondée il y a 400 ans la première colonie britannique, nous arriverons à Boston, berceau de l'indépendance américaine. Face à l'augmentation du prix du foncier à Cape Cod ces dernières années, nombre d'Américains ont choisi de s'installer dans les innombrables petites baies de la région. Un canal artificiel sépare le cap du continent. Construit en 1935, le pont Levant assure la liaison ferroviaire tout en permettant aux navires de passer sans encombre. À une vingtaine de kilomètres de la côte, Dawn est en route pour ses champs. Nous sommes à la mi-octobre, un moment crucial de l'année pour cette agricultrice. Elle n'ouvre les vannes de son réservoir d'eau qu'une fois par an. Dawn cultive la canneberge, appelée aussi cranberry. Les baies poussent dans d'immenses bassins qui sont inondés dès que les fruits arrivent à maturité en octobre. Il n'y a qu'une seule récolte par an. Si nous commettons une erreur, ou si nous sommes victimes d'aléas climatiques, que ce soit la grêle, la pluie ou l'orage, toute notre récolte peut être anéantie. Ce fruit, apprécié pour sa valeur nutritionnelle, figurait déjà au menu des premiers habitants d'Amérique du Nord. Creuse à l'intérieur, la canneberge possède la particularité de flotter dans l'eau. Dawn n'a que 2 jours pour effectuer sa récolte. Pour les petits exploitants comme elle, c'est un vrai défi logistique. Plusieurs cultivateurs se partagent la coûteuse station de pompage.
Dans le Massachusetts, les gens sont durs à la tâche et tenaces. Dans notre métier, il faut en plus être à la fois ingénieur et mécano. Nous devons tout maîtriser parce que nous sommes les seuls à faire ce que nous faisons. Aucune société ne construit nos machines, nous les construisons nous-mêmes. Les cultivateurs du Massachusetts, comme Dawn, récoltent plus de 200 000 tonnes de canneberge par an. Les fruits gorgés de vitamines servent surtout à fabriquer des jus, des confitures et des compotes. Les journées de récolte sont longues, et famille, amis ou voisins, tout le monde met la main à la pâte. Nous avons la chance de pouvoir nous entraider. À la fin de la récolte, on se donne des tapes amicales sur l'épaule, on se dit qu'on a fait du mieux qu'on a pu et on anticipe déjà l'année suivante. Pendant un an, les cultivateurs seront aux petits soins pour leurs champs. Dawn et son frère ont été parmi les premiers à introduire un système d'irrigation contrôlé à distance. Cultiver la canneberge n'est pas un travail pour moi, mais plutôt un art de vivre. C'est un privilège de cultiver un fruit qui est si bénéfique pour la santé et qui est apprécié de plus en plus dans le monde. Quelques kilomètres plus loin, la réplique du Mayflower rend hommage aux premiers colons européens qui ont débarqué en 1620 à Plymouth. Les passagers qui fuyaient des persécutions religieuses ont fondé une colonie dotée d'une constitution démocratique et ont trouvé sur ses côtes une nouvelle patrie. Considérée comme le foyer de la nation américaine, la colonie de Plymouth a nourri le fort sentiment communautaire revendiqué aujourd'hui encore par les habitants de la Nouvelle-Angleterre. De nombreux citoyens américains se targuent d'ailleurs d'être des descendants des passagers du Mayflower. Plus grande ville de la Nouvelle-Angleterre, Boston est avec New York l'un des hauts lieux culturels de la côte Est. La métropole accueille des universités prestigieuses, comme Harvard et le MIT. Foyer dans la seconde partie du XVIIIe siècle de la rébellion contre le pouvoir colonial britannique, Boston est depuis le symbole de l'indépendance américaine. Depuis quelque temps, c'est une petite révolution verte qui est en marche. Les toits de la ville accueillent désormais des potagers. Les restaurants, surtout, apprécient de pouvoir offrir à leur clientèle leurs propres produits. Pionnière à Boston des jardins sur les toits, Jessie. Son entreprise fournit aux apprentis cultivateurs tout le nécessaire pour faire pousser leurs fruits et légumes. Jessie les conseille également sur les variétés les plus adaptées. Les toits sont des espaces inutilisés. Or, dans une ville comme Boston, avec une densité de population très élevée, les espaces disponibles sont rares et les arrière-cours sont souvent à l'ombre des bâtiments voisins. Les toits, en revanche, offrent de grandes surfaces ensoleillées. C'est idéal pour aménager un potager. Tomates, courgettes, brocolis. Chaque année, plus d'1 tonne de légumes cultivés sur les toits des restaurants bostoniens se retrouvent dans les assiettes des clients. En plein cœur de Boston, Jessie est à la tête d'un empire de verdure. Il y a 5 ans, elle a fondé son entreprise spécialisée dans la culture biologique de fruits et légumes dans l'espace urbain. Le concept a fait mouche. Récemment, la jeune femme a été élue parmi les 30 meilleurs jeunes entrepreneurs de la ville. Aux États-Unis, le système alimentaire est malade. La nourriture industrielle est à l'origine de nombreuses pathologies. Une production agricole locale, autosuffisante, est une solution à ces problèmes. Jessie et ses employés fournissent aux entreprises et aux particuliers
le savoir-faire et le matériel nécessaire pour se lancer dans la culture biologique, notamment des engrais respectueux de l'environnement, une terre adaptée et des jardinières sur mesure. L'entreprise de Jesse est sans cesse à la recherche de nouveaux espaces où aménager des potagers. Sa plus grande réussite jusque-là, un partenariat avec une chaîne de supermarchés. C'est génial parce que ces supermarchés sont immenses. Le potager sur ce toit, par exemple, fait 2000 mètres carrés. Ce qui est super aussi, c'est que rien ne se perd. Ils vendent les fruits et légumes tels quels, et s'il y a des invendus, le rayon traiteur les utilise dans des plats préparés. Tout ce qui est cultivé est utilisé. Avec son travail, Jessie a réussi à sensibiliser beaucoup de Bostoniens aux bienfaits d'une alimentation saine. Je suis une citadine pur jus. Et je suis une cultivatrice, mais une cultivatrice urbaine. Je mène une vie de citadine, j'apprécie le confort et les avantages qu'offre la ville, mais j'apprécie aussi la possibilité de pouvoir y pratiquer l'agriculture. Esprit de pionnier, innovation et optimisme. L'American Spirit offre de multiples visages. Et sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, il perdure depuis des siècles.